Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur notre chaîne 9e Dimension. Je m'appelle Yann. Juste en passant avant de commencer cette émission, nous constatons qu'un certain vocabulaire est à présent devenu très sensible et dorénavant filtré. Donc, à partir de maintenant, nous appellerons simplement piqûre ou injection ou éventuellement WC la notion de. Avez-vous remarqué, Bill Gates a été très actif ces derniers temps. Il a fait le tour du monde en tant qu'ambassadeur du nouveau WC. Et ces derniers jours, il a publié une nouvelle vidéo stipulant que pour prévenir la prochaine vague épidémique, il allait créer un système d'alerte mondiale avec une plateforme de tests et de diagnostic massif qui détectera 20% de la population mondiale chaque semaine et une brigade de pompiers qui sera capable d'éteindre l'épidémie en temps voulu. Dans ce projet, la détection et le suivi en temps réel deviendront la nouvelle norme dans la vie des individus. Et cela signifierait-il que dès lors, plus aucune personne sur Terre n'aurait de vie privée? C'est pas à pas que nous nous approcherons afin de mieux comprendre d'où vient la déduction de cette tendance, que nous avions déjà au demeurant commencé d'en appréhender les premiers mystères dans notre capsule précédente. Et comment donc ce sieur Bill Gates pourrait-il détecter et suivre une population aussi importante? Une autre nouvelle que les grands médias ne vous rapportent pas, c'est que Bill Gates, George Soros et la famille Rockefeller ont tous été poursuivis devant un tribunal péruvien le 1er février. Et ce tribunal les a déclarés coupables. Pour quel motif? La création de cette pandémie. Pour être honnête, nous pensions qu'il s'agissait là d'un fake news et d'une théorie de conspiration quand nous l'avons vu. Mais fort est de constater que depuis l'émergence du coronavirus, le nom de Bill Gates, qui était relativement discret depuis quelques années, a toujours été sur notre radar. Et partout où l'on parle de l'injection, il y a Bill Gates. Mais que se passe-t-il donc réellement? On nous donne finalement malheureusement que trop peu d'éléments pour comprendre de quoi il s'agit véritablement. Mais dorénavant, nous en sommes arrivés au postulat que tout ce que les médias mainstream appellent une théorie de conspiration cache très probablement une bonne part de vérité. La source de cette information que nous venons de vous apporter vient d'un article en langue espagnole. Avec une capture d'écran des documents judiciaires, il semble donc, a fortiori, que le tribunal a bien jugé ces trois manias. Dans le jugement rendu par le juge, il est écrit que, bien qu'il n'y ait aucune preuve que les défendeurs aient eu connaissance de l'arrivée de la pandémie, les créateurs du nouvel ordre mondial sont quant à eux quasiment et sans le moindre doute les créateurs de la pandémie, tels que Bill Gates, George Soros et Rockefeller, qui secrètement ouvraient la voie pour le déclenchement de l'épidémie. Parlons alors de l'implication de Bill Gates dans le domaine des injections et des questions qui s'y rapportent. Mais il s'agit là d'un sujet bien complexe, et c'est pourquoi nous souhaitons traiter de ce sujet en 2 vidéos pour vous donner du mieux que possible un aperçu général et objectif, sans trop que vous ayez à vous casser la tête sur le sujet. Aujourd'hui, nous allons donc vous parler de la Fondation Bill Gates, qui joue un rôle majeur dans les activités philanthropiques de Bill Gates, et par extension, les industries philanthropiques des riches et des puissants, qui a derrière elle une conspiration que vous ne verrez en définitive jamais. Bien sûr, l'objectif de sa fondation, dont une partie est déjà un secret de polichinelle, peut être un objectif et un fonctionnement plus profond pour lesquels beaucoup d'individus, à notre humble avis, ne sont pas encore très au clair. Et si vous ne nous croyez pas, à la fin, vous trouverez finalement la réponse de ce qui se cache derrière des apparences trompeuses et nettement moins glamour qu'elles n'y paraissent. Dans le passé, lorsque nous lisions les nouvelles, nous étions toujours très impressionnés par le fait que les grands manias comme Bill Gates faisaient don de leur richesse à des œuvres de charité et ne la laissaient pas à leurs enfants et petits-enfants, pensant qu'ils étaient formidables, qu'ils laissaient un bon exemple à la société par leurs bonnes actions et qu'ils étaient au fond si stricts et éduqués pour leurs enfants. Les fondations, qui portaient les noms de leurs créateurs,
étaient également considérées comme des trésoreries, au sens que les individus dont la fondation porte leur nom deviendront dans le futur lointaines et mystérieuses, mais qu'aucune objection ne sera soulevée et sera certainement au service de la communauté. Les enfants du futur les considéreront donc comme des modèles à suivre pour la pérennité au service de la société. Maintenant que nous y pensons, nous voulons juste souligner que nous étions vraiment beaucoup trop jeunes et trop simples et bien trop naïfs, car le monde réel de la philanthropie est beaucoup plus compliqué que de rendre service à la société et de faire de bonnes actions. De nombreuses études ont montré que le passe-temps le plus populaire des milliardaires est la dite philanthropie. Mais le monde serait-il trop beau pour être vrai? Apparemment, pas complètement. Rétrospectivement, presque tous les grands riches vont inévitablement faire la charité. Mais pourquoi y a-t-il encore tant de pauvres? Alors, quelle est la véritable raison derrière tout cela? La raison superficielle est l'évasion fiscale. Ah ben oui, bien sûr. Si vous pensez qu'il s'agit simplement d'évasion fiscale, vous sous-estimez le jeu de charité des milliardaires d'aujourd'hui, car il y a là un objectif beaucoup plus complexe et beaucoup plus profond. Aujourd'hui, la charité est totalement déviée, car en devenant non seulement un autre outil permettant aux riches de gagner de l'argent, elle est aussi, figurez-vous, un moyen pour les riches d'influencer le monde. Pouvez-vous imaginer un instant comment les riches et les puissants utilisent les fondations caritatives pour influencer la politique nationale, nos vies et les manuels scolaires de nos enfants au passage? Si vous souhaitez savoir comment fonctionnent les fondations des personnes les plus riches du monde, alors commençons par la raison pour laquelle les riches font de la charité. Tout d'abord, l'évasion fiscale donc. Prenons un exemple. Si Bill Gates, qui possède une fortune de 90 milliards de dollars quand même, la transmet à ses enfants après son décès, ceux-ci devront payer jusqu'à 50% de droits de succession, soit 45 milliards de dollars. Le jour où ils recevront cette succession, mais en transférant les actifs à une fondation caritative et en les laissant entre les mains de ses enfants, ils n'auront plus à payer aucun impôt. Mais ce n'est là que le bénéfice apparent d'une fondation caritative. Car en effet, le bénéfice principal n'est pas là. Car pour les riches, la valeur fondamentale est de consolider et de maintenir les intérêts de la famille afin de briser la malédiction selon laquelle les richesses familiales ne durent pas plus de 3 générations. Autrefois, ce phénomène courant était principalement dû au gaspillage d'un héritier gâté ou la guerre entre les héritiers pour partager la succession, selon leurs propres souhaits. Et toutes ces raisons internes peuvent enfoncer tragiquement la famille dans cette malédiction. Mais avec les fondations, c'est une autre histoire. John Davidson Rockefeller, le roi du pétrole et le premier milliardaire sur Terre, a inventé ce jeu et réussi à transmettre sa fortune jusqu'à la 6e génération. Il y a un siècle, la fondation Rockefeller a été critiquée par le procureur général des États-Unis comme un moyen de perpétuer une vaste fortune qui n'était pas du tout, mais alors pas du tout dans l'intérêt du public. Alors, comment cette fondation est-elle parvenue à maintenir la famille aussi riche pendant plus de 3 générations? Nelson Rockefeller, le 41e vice-président des États-Unis et l'héritier de la 3e génération du royaume Rockefeller, a déclaré que la clé du succès n'est pas de posséder quoi que ce soit en son nom, mais de pouvoir tout contrôler. C'est la phrase parfaite pour une fondation. Une fondation a pour but de séparer la propriété du patrimoine familial de son droit d'utilisation. On peut dire que dans une fondation, la propriété de l'argent de la fondation est théoriquement entre les mains du public, mais le pouvoir de l'utiliser est entre les mains des membres de la famille. Par exemple, dans une fondation, un membre de la famille qui semble être un simple employé, en définitive, a le pouvoir de nommer et de révoquer le président du conseil d'administration. En d'autres termes, le président du conseil d'administration n'est qu'un employé, très bien payé par la famille. Mais le plus grand pouvoir reste entre les mains du membre de la famille.
Le contrôle de la fondation est alors le contrôle des actifs de l'entreprise. Tous les frais peuvent être pris en charge par la fondation. Ils n'ont peut-être aucune valeur comptable, mais il suffit d'être propriétaire de la fondation. Et en l'occurrence, ce n'est pas un problème pour les membres de cette famille. Prenez Bill Gates encore comme exemple. Tout le monde dit qu'il fait don de tout son argent de manière désintéressée. Mais le site web de la fondation Bill Gates indique clairement que sa femme et lui-même sont les dirigeants, de sorte que le contrôle absolu reste entre les mains de la famille Bill Gates. Ainsi, pour les générations futures, la charte de la fondation a été établie avant la mort du magnat, de sorte que les générations futures ne pouvaient que recevoir l'argent et ne pouvaient pas le gaspiller. Et toute la richesse de la famille était dans la fondation, de sorte que la compétitivité de la famille ne soit pas réduite pendant le processus d'héritage, parce que la richesse était dispersée et les intérêts de la famille étant liés depuis longtemps par la fondation. Et le tour est joué. Les membres de la famille doivent apporter leur force autour de la fondation, ce qui à l'extérieur aide à maintenir l'influence de la famille. Mais à l'intérieur, la fondation équivaut à donner aux enfants et petits-enfants une vie sans souci, semblable à la bureaucratie sociale communiste. Pour nous, la chose la plus courante serait de pouvoir voir quel riche a donné combien d'argent. Mais pensez-y, il y a tant de fondations puissantes qui ont le pouvoir d'influencer un pays et une société. Et où va tout cet argent? Que font ces riches avec leurs fondations? C'est très choquant. Mais nous vous invitons de continuer de regarder et d'écouter ce qui suit. Nous ne parlerons que de deux des plus emblématiques, George Soros et Bill Gates. Commençons par George Soros. Le meilleur vient après. En bref, la fondation Open Society Foundations de George Soros est un exemple typique d'utilisation de la finance pour réaliser d'énormes profits. Et ses ambitions ne se limitaient pas aux États-Unis. Dès 1996, le New York Times a littéralement et carrément déclaré que, alors que d'autres fondations et philanthropes s'intéressent davantage à l'aide des pauvres et des malades, Soros s'intéresse sans réserve à l'influence de l'agenda politique. Il l'a appelé l'homme qui a redéfini la philanthropie. Quel est l'agenda politique ? Les fondations Open Society de Soros ont soutenu divers groupes et activités dans le monde entier qui sont en désaccord avec l'administration publique, comme Antifa et le mouvement BLM, Black Lives Matter. Et ces fonds ont été versés aux socialistes du monde entier. À l'instar que la raison du prix élevé des logements à Hong Kong n'est pas le manque de terrain, car 70% des terres sont encore non exploitées pour des raisons historiques, géographiques et politiques. Bien qu'il y ait une grande quantité de terres à Hong Kong, les groupes environnementaux soutenus financièrement par les promoteurs immobiliers de Hong Kong n'autorisent pas le développement. Chaque fois que le gouvernement veut augmenter l'offre des terres, ces groupes environnementaux se manifestent. Car ce n'est que lorsque les habitants de Hong Kong dépensent tout leur argent durement gagné pour se payer une petite maison que les promoteurs immobiliers peuvent maximiser leurs profits. Un autre exemple est ce chaos de 2013 en Ukraine qui a choqué le monde. L'une des raisons de ce chaos est que diverses fondations et ONG ont incité les gens à manifester de façon violente sous le couvert de la justice. Et les gros magnats derrière ces organisations étaient tous des fondations influentes. Et la fondation de Soros fait également cela quotidiennement. Et pourquoi Soros fait-il cela ? Ce n'est pas pour soutenir les Ukrainiens. Il semblerait que ce soit plutôt pour salir l'Ukraine et pour salir le pays. Rockefeller a dit que lorsqu'il y a du chaos sanglant dans les rues, il est temps d'acheter des biens. C'est ce que Soros attend. C'est effrayant, n'est-ce pas ? Alors que Bill Gates, quant à lui, utilise une façon d'un genre gameplay prestigieux, l'un des rôles clés de la fondation Bill Gates est de l'aider à maximiser l'impact de son argent, notamment en changeant l'agenda politique comme l'a fait Soros.
Prenons l'exemple de la façon dont Bill Gates a utilisé la philanthropie pour influencer la sphère publique et les manuels scolaires des enfants, en investissant quand même 3,4 milliards de dollars pour changer les normes d'éducation dans des dizaines de millions d'écoles publiques à travers les États-Unis. Depuis les années 1980, les États-Unis disposent des normes nationales pour diverses matières scolaires. Mais en raison du système décentralisé, chaque État avait le droit de définir ses propres politiques éducatives et normes d'enseignement sur la base des normes nationales. En 2008, 2 éducateurs réformateurs ont contribué à convaincre les Gates, au siège de Microsoft, d'investir dans un programme de réforme de l'enseignement public à travers les États-Unis. 2 semaines plus tard, Bill Gates a décidé de participer à ce projet. En 2 ans seulement, Bill Gates a accompli l'un des changements les plus rapides dans l'histoire de la réforme de la politique de l'éducation aux États-Unis, en mettant en œuvre avec succès les normes de base commune qui ont unifié les normes pour l'enseignement primaire et secondaire dans tous les États, sauf 4. Et que toutes les écoles publiques des États-Unis sont tenues d'adopter ces normes standardisées. C'est un événement rare dans l'histoire de l'éducation américaine. De ce point de vue, on peut dire que c'est le couple Gates qui détermine ce que des dizaines de millions d'écoliers américains du secteur public vont apprendre et comment ils vont l'apprendre. Et comment se fait-il que Bill Gates lui-même ait pu réaliser la réforme du système éducatif au niveau national aussi rapidement? Pour comprendre cela, nous devons maintenant nous pencher sur une autre tactique de fondation philanthropique. En 2009, de nombreux décideurs du département de l'éducation de l'administration Obama étaient soit des membres directs de la fondation Bill Gates, soit des bénéficiaires de subventions de la fondation Bill Gates, comme dans le cas du ministre de l'Éducation de l'époque, Al Duncan. Il était responsable de l'éducation en charge des écoles publiques de Chicago avant de servir comme secrétaire à l'éducation. Après avoir reçu $1 million de la fondation Bill Gates, pendant son administration, il a remercié la fondation Bill Gates en intégrant certains des hauts dirigeants de la fondation dans sa direction et en engageant le directeur des programmes de la fondation comme son ministre adjoint à l'éducation. Le secrétaire à l'éducation, dans un effort pour inciter les États à répondre aux réformes Common Core State Standard de Gates, a mobilisé $4,3 milliards de dollars en incitation pour récompenser les États qui les mettent en œuvre le plus rapidement. Forcément, il est donc à ce titre assez clair qu'une réforme de l'éducation de cette ampleur à l'échelle nationale signifie que la fondation Bill Gates, ou Gates lui-même, est passé des affaires à la politique, ce qui nous rappelle le dicton suivant: « Vous ne possédez rien, mais vous pouvez tout contrôler ». Sans faire de la politique, Bill Gates pouvait réellement influencer ou même contrôler le ministère de l'Éducation de l'époque. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, car combien d'autres politiques dans la sphère publique ont été faites sous l'influence de ces hyper-riches, et combien de personnes parmi ces riches étaient des hommes comme Soros. Une analyse a révélé que près de la moitié des 200 premières organisations philanthropiques aux États-Unis s'intéressent à la politique publique. Alors que dans le secteur public américain, les budgets consacrés à l'éducation, à la science, aux infrastructures et à l'environnement diminuent d'année en année. Le secteur public est confronté à des problèmes financiers. Et cette diminution des ressources et de la vitalité publique donnera beaucoup d'occasions aux philanthropes privés pour exercer leur pouvoir. Ils peuvent financer l'éducation, la science, la protection de l'environnement, les soins de santé et bien d'autres domaines. En conséquence directe, si un homme politique américain a une idée sur la manière d'améliorer un problème social, il peut essayer de le faire en convainquant un milliardaire
plutôt que de faire pression sur ses électeurs comme il le faisait auparavant. Le fait que les riches ont de plus en plus dominé ces domaines, à son tour, réduit le droit à la parole des Américains moyens, ce qui est exactement ce qui s'est passé. Une étude a comparé les préférences politiques de différentes catégories de revenus avec la politique américaine actuelle et a constaté que les préférences politiques de la grande majorité des Américains moyens n'ont essentiellement aucun effet sur l'élaboration des politiques, surtout pour les Américains, qui se trouvent dans le tiers inférieur de l'échelle des revenus. En revanche, les riches, quant à eux, ont de plus en plus d'influence sur l'élaboration des politiques. Et bien que Bill Gates ait humblement déclaré à plusieurs reprises que lui et d'autres philanthropes n'auraient pas apporté beaucoup de contributions à la société, certains ont critiqué cette attitude comme un écran de fumée pour cacher le fait que son argent privé a un impact énorme sur les programmes sociaux. La fondation Bill Gates se concentre également sur la santé des enfants et des femmes et sur les programmes familiaux, un domaine d'action important qui est quelque peu lié aux injections. Et comment Bill Gates parvient-il à se concentrer sur les enfants, les femmes et les familles? Et quel impact cette préoccupation a-t-elle eu sur la vie des gens de façon générale? Jusque-là, êtes-vous surpris? Ou est-ce que cela vient compléter ce que vous saviez déjà de ce qui se passe derrière les coulisses, de ces soi-disant bonnes actions des riches et des célébrités? Mais notre prochaine vidéo réserve d'autres surprises sur certains de ces sujets. Au cours de cette émission, nous nous sommes souvenus d'un livre tout aussi effroyable que fascinant, intitulé « Comment le spectre du communisme dirige le monde », qui raconte comment l'idéologie communiste imprègne la sphère publique, changeant lentement toutes sortes de valeurs et de morales dès l'école et l'enfance. Ce qui fait que les gens d'aujourd'hui perdent presque toute leur capacité à distinguer le vrai du faux, le bien du mal. D'autre part, le président Trump, par exemple, essaie contre vents et marées de faire ce qui est juste, mais la résistance invisible est inimaginable. Par conséquent, pour changer notre vie, nous ne pouvons pas nous fier à un seul Trump. Nous avons besoin de l'éveil de chacun, de la réflexion profonde et intérieure, ainsi que la purification de nos pensées polluées par des croyances et des concepts erronés. Quand il y aura des millions de Trump dans cette société, qu'en sera-t-il alors de toutes les catastrophes annoncées qui nous menacent encore? À vous d'y réfléchir. Nous nous arrêterons là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cet épisode de 9e dimension. Restez confiants autant que lucides. Prenez bien grand soin de vous. À très bientôt sur notre chaîne 9e dimension.